Donc, bienvenue pour vous présenter très brièvement pour le dernier exposé d'aujourd'hui. Susan Perry, professeure à l'American University in Paris, et qui est titulaire de la chaire UNESCO IA et droits humains, qui va nous parler de rapport entre IA et la lutte pour la justice mondiale. Merci. Donc, je vais commencer par dire que je suis absolument nulle en maths. 0 de conduite, pas possible. Par contre, je suis un as pour tout ce qui est droit international et droits humains. Et donc, j'ai besoin de votre aide, de votre appui pour résoudre un problème en droit international humanitaire qui est néfaste et qui a comme résultat des morts. Des morts au Gaza, au Soudan, à Yémen, en Ukraine. Et donc, sans vous, je ne peux pas avancer parce que je suis nulle en maths. Donc, je vais vous présenter le problème et puis je vais vous demander si vous ne voulez pas, parmi vous, quelques-uns, travailler avec moi au siège de l'UNESCO ici à Paris, avec cette chaire. Donc, vous avez tous suivi Gaza, que depuis quelques semaines, il y a à peu près 600 camions d'aide humanitaire par jour qui entrent depuis le cessez-le-feu. Ça, c'est très bien. Et l'aide humanitaire, en ce moment, donne l'impression de couler à flot. Nous sommes ravis. Sauf que la réalité est beaucoup plus complexe en arrière-scène que ces 600 camions par jour. Donc, je vais vous demander de penser un petit peu en dehors de votre cadre habituel. Je voudrais parler avec vous du rôle de l'IA dans la conformité réglementaire du secteur financier, ce qu'on appelle the chilling effect. Mon rôle auprès de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui est plutôt puissante en France. Je suis la seule membre qui était née à l'étranger, donc, et qui contribue à leur débat. Notre avis sur les exemptions humanitaires, très rapidement, est le rôle que vous pouvez jouer pour nous aider à mieux livrer cette aide humanitaire dont on a besoin. Donc, si vous êtes une banque, vous passez votre temps à remplir des dossiers de conformité, les normes gouvernance sociale et solidaire, environnementale. Vous passez votre temps à utiliser l'IA pour tous ces différentes normes et standards dont une banque doit s'afficher pour être d'abord en règle et puis pour montrer à ses clients que c'est une banque qui est gentille. Les légaux ne rentrent pas dans le système légal financier légitime. C'est absolument le b.a.-ba du secteur financier. Donc, évidemment, il faut éviter que le crime organisé puisse sauvegarder son argent dans une institution financière, le terrorisme, corruption individuelle, toutes sortes de blanchiment d'argent en général. Donc, une banque, c'est sa première responsabilité, et là, je n'ai pas de dispute avec ça, ça me semble normal. Mais nous avons, comme vous savez, en ce moment, c'est un peu mouvementé aux États-Unis. Je vais terminer avec ça. Je ne vais pas commencer avec la politique, mais peut-être terminer avec la politique. Nous avons un bureau aux États-Unis qui s'appelle the Office of Foreign Assets Control. L'OFAC, c'est le Darth Vader du système bancaire. Donc, l'OFAC a une liste noire de toutes les entités qui sont sanctionnées par les États-Unis. Sanctionnés pour différentes raisons, pour terrorisme, ou perception de terrorisme, pour corruption, pour blanchiment d'argent, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il y a une liste noire. Il y a des centaines et des centaines d'individus et d'entités qui sont sur cette liste noire. Les contrôles OFAC sont devenus très très importants pour chaque banque dans le monde. Une banque au Japon, une banque au Brésil. Tout le monde regarde cette liste d'OFAC. Et si une banque a une présence au sol américain ou a une filiale au sol américain, cette banque doit faire très très attention à toutes ces transactions financières, non seulement aux États-Unis, mais en dehors des États-Unis. Donc c'est une sorte de tentacule
américaine qui se trouve au sein de chaque système bancaire national. Et voilà ce qui se passe si l'OFAC est fâché avec une banque étrangère. BNP Paribas, presque 9 milliards de dollars d'amende en 2014. C'était important. En 2023, British Tobacco était en train d'aider les Coréens du Nord, donc paf, demi-milliard, plus de ça, d'amende. Même des individus, récemment, un Iranien qui était nationalisé américain, était pris pour 75 violations des sanctions contre l'Iran. Donc, soit en tant que banque, soit en tant qu'individu, on paye des amendes. En France aussi, il y a des amendes à payer, mais la France, en ce moment, elle est très focalisée sur la Russie et aussi sur la zakat, le transfert petit à petit aux différentes institutions au nom de l'aumône de 2,5%. Le problème en France, c'est que c'est un secret d'État. On n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Par contre, aux États-Unis, chaque fois qu'il y a une amende, c'est publié. C'est dans le journal officiel. On peut savoir. C'est très public, c'est très mauvais pour la réputation d'une banque. Donc, les banques, ils vivent dans la peur bleue de l'OFAC. Et le problème donc je ne comprends pas ces algorithmes, ces language learning models, mais en tout cas, l'OFAC a recours à ces deux algorithmes pour envoyer un score. Donc, si vous êtes à Paribas, ici à Paris, on vous demande de faire une transaction entre Paris et Le Caire, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez regarder sur cette liste-là pour être sûr que la banque ne traite pas avec une entité qui est sur la liste OFAC, parce que sinon vous risquez une amende et vous recevez un score. Donc, c'est la banque qui décide si la transaction devrait avoir lieu ou non. Donc, nous sommes en France, on veut transférer, par exemple, on est Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, on veut transférer de l'argent de Paris au Caire, et c'est la banque qui regarde la liste OFAC et qui prend une décision. Mais le banquier, il utilise l'algorithme. Si l'algorithme met un drapeau rouge, le transfert n'aura pas lieu. Et donc, il y a beaucoup de faux positifs. Vous avez parlé tout à l'heure des faux positifs pour le cancer et que c'est une bonne chose parce qu'il y a un test beaucoup plus approfondi par la suite. Mais là, il n'y a pas de test, c'est niet. Donc, c'est assez simplistique comme système. Donc, nous avons, grâce à la France, une résolution 2664. C'est une résolution qui met en place une exemption mondiale, donc globale et automatique, pour tous les acteurs humanitaires, dits les acteurs de principe, qui souhaiteraient transférer des fonds dans une zone en guerre qui est contrôlée par un groupe terroriste ou un groupe criminel, etc., pour aider la population civile à manger, à recevoir des soins, à se mettre à l'abri, etc. Il y a une longue liste des acteurs des acteurs de principe, qui reçoivent ces exemptions humanitaires. Vous les connaissez tous, la Croix-Rouge, Comité international, aussi la Croix-Rouge, Crescent Rouge, Médecins sans frontières, Médecins du Monde, etc. Tous les gros ONG devraient être capables de transférer de l'argent immédiatement d'une banque à l'autre sans avoir recours à l'IA et sans recevoir le drapeau rouge de l'OFAC. Sauf que les banques sont frileuses. Malgré le fait que les acteurs de principe sont exemptés pour tout ce qui est besoins humains fondamentaux, les services sociaux essentiels, l'aide au développement, les espèces, les biens, je suis vice-présidente de la Commission nationale du droit international humanitaire, ici en France aussi.
Nous avons des plaintes régulières des acteurs humanitaires qui n'arrivent pas à transférer leurs fonds à temps. Et chaque jour de délai dans le transfert bancaire peut se traduire à avoir le résultat de mort de la population civile sur place. Il y a un problème avec ces transferts de fonds. Et là, je crois que l'Inde, lors du passage de la résolution 2664, l'Inde s'est abstenue parce qu'il n'était pas d'accord. Et la raison était tout à fait claire et valide. Les groupes terroristes tirent pleinement parti des exemptions humanitaires. Cela est vrai. Plusieurs cas de groupes terroristes en Inde qui se sont reconvertis en humanitaires pour recevoir des fonds. Et ils utilisent l'espace de l'aide humanitaire pour collecter des fonds et recruter des combattants. Ça, c'est absolument vrai. Et donc, nous avons une situation, un problème moral où il faut choisir entre la livraison d'aide humanitaire ou l'arrêt de l'aide humanitaire et la mort des populations civiles. C'est tout à fait justifié, la position de l'Inde. Mais la plupart des victimes des conflits armés ne sont pas responsables pour ces terroristes. Devraient-ils mourir parce qu'ils se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment? Donc, nous faisons pression sur la France pour qu'elle puisse faire pression sur les banques françaises de respecter la résolution 2664 et de mettre l'OFAC de côté. Par exemple, cet effet dissuasif veut dire que c'est l'OFAC qui décide de l'étendue de la livraison de l'aide humanitaire dans le monde et pas l'aide au développement français, par exemple, l'Union européenne ou même, comme vous savez, les malheureux USAID qui est dans le collimateur cette semaine aux États-Unis. L'OFAC a un rôle, pour moi, trop prépondérant lors de ces décisions morales très difficiles. Je vais juste vous présenter la CNCDH. Je suis la seule personne dans votre carrière qui va vous la présenter. Et vous n'allez jamais pu entendre parler de ça, mais je prends l'opportunité. C'est M. René Cassin, prix Nobel de la paix pour la France, parce qu'il a créé la Maison Mère, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et la première commission des droits de l'homme dans le monde. C'est la plus puissante juridiquement. Nous avons le pouvoir de saisine, par exemple. Et c'est tout à fait lié à notre travail, droits humains, droit international humanitaire. Nous sommes à peu près une soixantaine de membres. On a toutes sortes de personnes morales qui viennent de partout, des personnes qualifiées aussi, les membres de droit. Et nous sommes nommés par le Premier ministre pour les mandats de 4 ans, renouvelables uniquement 3 fois. Donc après 12 ans, hop, il faut partir et faire autre chose dans la vie. C'est volontaire, c'est bénévole. Nous avons différentes choses qu'on puisse faire. Nos rappels de droits sont assez puissants parce que le gouvernement doit nous répondre dans 2 semaines avec une liste détaillée de leurs réponses à nos questions. C'est L, contrôle L. Alors. Donc, voilà notre avis sur les exemptions. Quand vous le lisiez, vous allez avoir la même impression que moi, que j'ai quand je regarde un algorithme. Ça veut dire que ça serait du chinois pour vous. Mais ça ne fait rien. C'est un avis d'exemption. C'est très intéressant, cet avis. Et nous rappelons à la France que le gouvernement doit faire pression sur les banques françaises de respecter l'exemption humanitaire pour la livraison d'aide. C'est absolument essentiel. Cette
avis était traduit en anglais et en ce moment, c'est notre avis qui était le plus regardé dans l'espace humanitaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut? D'abord, que les banques françaises respectent les engagements de la France pris au sein de les Nations Unies. Que toute aide fondamentale aux besoins humains est autorisée, donc pas de gel. Qu'on ne peut pas arrêter et mettre en prison les médecins du Médecins sans frontières sur place. Les médecins, les infirmiers, le personnel de soins risquent de se trouver jetés en prison en raison de non-respect des exemptions humanitaires sous la résolution 2664. Il y a une conformité aux sanctions excessives des banques. Et il faut qu'ils reculent et qu'ils regardent la situation humanitaire avec plus d'intelligence. Donc, depuis que l'exemption humanitaire a été mise en place en 2022, nous estimons que plus de 100 millions de civils ont reçu une aide nécessaire dans ces pays-là. Avec ces personnes qui ont reçu de l'aide essentielle, vous avez aussi des employés, des gens qui sont engagés sur place, qui peuvent gagner un salaire, qui peuvent aussi nourrir leur famille. Il y a tout un écosystème qui est créé autour de l'aide humanitaire qui est absolument essentiel dans ces pays, dans d'autres pays également. Les défis. Le problème, ça c'est le chilling effect, c'est mon arbre d'hiver, c'est qu'au lieu de prendre 4 à 6 jours de livrer de l'aide, donc transactions bancaires, achat des denrées, ça peut prendre 4 à 6 semaines ou peut-être ça n'aura lieu pas du tout. Ça veut dire qu'il y a des millions en France qu'on n'arrive pas à transférer en Syrie, au Gaza, au Soudan, parce que les banques hésitent. Et donc, ils hésitent parce que la priorité est donnée aux sanctions américaines avant les sanctions de l'UE, de la France, de l'ONU, etc. C'est cette OFAC qui gère. Donc, cette excessivité a pour résultat une recul dans la livraison d'aide humanitaire. Donc les banques, pour les défendre, ils ont une visibilité très limitée. Il y a un banquier, il est là, l'OFAC lui dit sur l'algorithme, il ne faut pas le faire, c'est lié à une telle ou telle organisation terroriste peut-être supposée, et donc non. Et donc ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas payer l'amende, parce que tous leurs actionnaires seraient horrifiés s'il y a une amende de 9 milliards, par exemple, de dollars. Donc, une banque a une visibilité très très limitée sur la situation humanitaire. Et ils n'ont aucune idée du nombre de personnes qui peuvent mourir en raison de ces délais ou ce non-respect de la résolution 2664. Je travaille actuellement avec un groupe de juristes très militantes pour réfléchir sur l'idée qu'une telle hésitation systématique, régulière, pouvait constituer éventuellement complicité avec un crime contre l'humanité ou crime de guerre parce qu'il s'agit de la livraison à l'aide dans les zones à conflit armé. Nous sommes loin d'arriver à des actions concrètes, mais c'est quand même une réflexion qui est en plein essor depuis l'annonce du démantèlement de USAID aux États-Unis. Donc, il y a une conversation globale qui est mise en place. Donc, j'ai besoin de vous. Parce que je suis nulle en maths, j'ai besoin que quelqu'un m'aide à créer des contre-algorithmes, des algorithmes qui peuvent montrer à une banque
ou à un élu ou à la société civile, les dégâts causés par ces délais dans le transfert des fonds ou ce refus de transfert des fonds. Cette conformité excessive qui pèse si lourdement sur le système. Je ne sais pas comment on pourrait créer un tel algorithme, mais je sais que les acteurs de principe, les acteurs humanitaires, ils sont demandeurs et ils seront très intéressés de travailler avec vous. Donc, je voudrais savoir si ça peut vous intéresser, si vous voulez éventuellement présenter vos travaux au sein de, je ne sais pas, l'ONU, l'UNESCO, la CNCDH. J'ouvre les portes que normalement ne sont pas très intéressantes pour vous parce que pour vous, le monde est dirigé par l'informatique et les maths, mais le monde est bien large et vous pouvez avoir un impact en tant qu'individuel beaucoup plus important que vous le pensez. Donc, merci beaucoup, et j'avais une diapositive supplémentaire depuis M. Trump. Mon problème, c'est le suivant, et puis on va retourner aux questions. 43% de l'aide humanitaire mondiale est fournie par les États-Unis, ou c'était jusqu'à lundi dernier. Pendant 3 mois, tout s'était dégelé pendant qu'on fasse une étude sur l'utilité de USAID. C'est un problème qu'une seule agence contrôle un tel écosystème de l'aide humanitaire. Il y a une grande incertitude et donc il faut aussi être capable de prouver au public américain que les gens partout dans le monde vont souffrir en raison de cette coupure. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez travailler avec moi et avec Marco de l'Université américaine de Paris, parce que c'est lui qui comprend les maths et qui va organiser tout ça, je suis prête à voir comment vous pouvez avoir plus d'impact éthique et moral sur la société civile et les populations en grand besoin. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation éclairante. Alors, j'imagine que ça éveille quelques questions dans la salle. Ou non. Ou pas du tout. Oui. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci pour votre présentation. J'ai une première question parce que vous nous demandez peut-être de réfléchir à une solution au souci posé, c'est-à-dire pouvoir présenter la gravité d'une réglementation excessive sur le transfert de fonds pour l'humanitaire. D'abord, qu'est-ce que vous avez à disponibilité comme données ? C'est exactement ce qu'on m'a demandé lors du déjeuner. Donc, en étant nul en maths, nous avons plusieurs endroits où nous pourrions récolter des données. Tous les 4 grands acteurs de principe français, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Action contre la faim et Secours catholique, ils ont des estimations de tout le monde qui bénéficie de leur aide tous les ans. Donc, on a cette base de données très garnie qui date de 50, même 60 ans. Donc, tout cela est disponible, le nombre de personnes qui reçoivent de l'aide humanitaire. Ils font également les calculs auprès de leurs donateurs de tout le monde qui pourrait en bénéficier s'ils avaient plus d'argent. Donc, il y a ça aussi. Ce qu'on n'a pas, c'est le nombre de personnes qui souffrent parce qu'il y a un délai dans les transferts bancaires. Là, on n'a pas ces renseignements. Mais c'est disponible. C'est juste que personne ne l'avait mis dans une seule enveloppe pour vous en ce moment. Je sais également qu'il y a eu des énormes transferts de données, sans doute illégales, au milieu de la nuit de l'USAID à des serveurs externes du gouvernement
Donc, j'imagine que ces données seront peut-être bientôt disponibles pour les chercheurs comme vous. Donc, voilà mon départ. Et puis, c'est à vous de m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une donnée que vous pouvez utiliser dans ce sens-là. Et moi, croyez-moi, si vous pensez avoir une idée, moi, je vais trouver les données pour vous. C'est juste que je ne sais même pas parce que je fais de l'addition, de la soustraction et des fractions, moi. Et c'est tout. Donc, il faut m'expliquer exactement ce qu'il vous faut pour créer ces contre-algorithmes. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bonjour. Bonjour. Une fois qu'on est capable de créer mettons qu'on ait des données, on a réussi à créer des contre-algorithmes, quel moyen de pression vous pouvez avoir vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'OFAC, puisque je pense qu'ils ont également conscience que leurs restrictions font qu'il y a des délais. Donc cette semaine, je n'ai aucun impact du tout. Cela étant dit, l'OFAC, sous la présidence de Joe Biden, a permis pendant 2 ans une aide importante vers l'Afghanistan. Donc quand le gouvernement américain souhaite le faire, ils peuvent suspendre les aides algorithmiques de l'OFAC pour que la résolution 2664 soit respectée par les grands bailleurs de fonds, pas par les petites organisations. Donc, ici en France et en Europe, nous avons les moyens beaucoup plus importants. Donc la CNCDH peut réellement faire pression sur le gouvernement et avec l'ONRI, qui est l'organisation de toutes les commissions nationales des droits de l'homme en Europe, on a un appui au sein de la Commission européenne, assez important. Et puis on travaille aussi avec GANRI, qui est le groupe, le réseau des commissions nationales dans le monde. Certaines commissions ont un certain pouvoir au sein d'un système juridique et gouvernemental, d'autres pas du tout. Donc la France, elle peut mener, il y a un intérêt au sein de la commission de la CNCDH, il y a un vrai intérêt, il y a un intérêt à l'UNESCO aussi pour cela. Donc il y a des gens qui sont dans une bonne position pour réellement pousser, pour arriver à une réglementation européenne, à une loi nationale en France, etc. C'est déjà la loi en France qui a une exemption humanitaire. Ça fait partie de la loi bancaire. Mais ce n'est pas respecté. Donc il faut plus. Je vous garantis que je vais mettre le feu en dessous et hop, on va partir. Ça va réellement partir si j'ai des outils convaincants. Donc c'est à vous de voir comment faire les outils, comment les construire. Et moi, je m'occupe du niveau politique, croyez-moi. C'est tellement important pour nous. Merci. Une question aussi. Oui, allez-y. En fait, ma question, elle va un peu recouper la question précédente. Si vous pensez que les méthodes de l'intelligence artificielle, elles peuvent vous aider, moi je suis prêt à en discuter, mais comment dire ? Est-ce que toutes ces banques, ces actionnaires, elles ne prendront pas toujours bien plus les amendes de l'UFAC et donc, en fait, la capacité des États-Unis à savoir qui est un groupe terroriste et qui ne l'est pas, plutôt que n'importe quelle donnée sur leur culpabilité morale et le nombre de morts qu'elles pourraient causer. Est-ce qu'elles ne savent pas en fait déjà sciemment les résultats de leur effet et que ce n'est pas leur problème ? Donc, les banques pensent que ce n'est pas leur problème. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on peut calculer l'impact de ces hésitations, si on peut même suggérer aux banques qu'il s'agit de complicité dans un crime de guerre, un crime contre l'humanité, la France, elle est obligée de déclencher les poursuites judiciaires. C'est la loi. Et donc, c'est une question de perception. Les banques, pour le moment, comme je dis, ils n'ont pas de visibilité. Ils ne veulent pas voir et ils ne voient pas. Mais ça peut devenir très intéressant pour une banque de voir. Il faut juste trouver le bon encadrement du problème. Voilà.
C'est bon? Merci. D'autres questions? Oui. Le micro arrive par là. Bonjour. Bonjour. Vous aviez dit du coup que la présidence de Joe Biden avait influencé les décisions de l'OFAC. Et donc du coup la présidence américaine a un impact sur les décisions de l'OFAC. Du coup moi ma question c'est suite par exemple au propos de Donald Trump là récemment qui dit que quitte à déplacer les populations palestiniennes, Gaza pourrait être mis aux Américains. Est-ce que vous pensez que du coup l'OFAC, par ses actions, peut contribuer à un agenda politique en bloquant des fonds humanitaires par exemple et forcer les déplacements de population? C'est un exemple. Donc, tant que l'OFAC dirige ce sphère, c'est un problème. Mais c'est à l'Europe chaque pays européen a leur propre OFAC, en effet. Et c'est le moment pour l'Europe, ensemble et avec chaque pays, de décider que leurs propres agences peuvent négocier avec l'OFAC pour trouver une entente sur, encore, la résolution 2664. Le problème, c'est maintenant, on va vers une division assez totale entre les États-Unis et l'Europe. Donc, les banques, en ce moment, qui souhaiteraient continuer à travailler aux États-Unis, sont dans une position très fragile par rapport aux banques américaines. Donc, la situation va être extrêmement mouvementée, très rapidement. Dans les 6 prochaines semaines, d'ici juin, on va savoir si votre question est la question ou si la situation a totalement changé et on se trouve dans un autre encadrement politique, juridique, géopolitique, etc. Donc je ne peux pas vous répondre pour le moment. Pour le moment, il s'agit de la volonté d'une administration à l'autre. Mais ça peut changer. Ça va changer, à mon avis. Ce n'est pas une vraie réponse, mais c'est le début d'une réponse à votre question. Merci. Ah, il y a quelqu'un par là. Est-ce que les banques centrales, elles sont soumises à la réglementation de l'OFAC? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de contourner ce système par les banques centrales? Donc, les banques, il y a 12 banques fédérales aux États-Unis et ils ne jouent pas le rôle de transférer les fonds à cet égard. Ici en France, oui, la Banque de France, nous avons auditionné le président de la Banque de France pour cet avis et qui est tout à fait d'accord avec nous qu'il faut que les banques fassent plus d'efforts, etc. Sauf qu'ils ne le font pas. Et donc, ils peuvent jouer un rôle, mais ils vont jouer un rôle plus positif s'il y a un petit poussé derrière, soit de la Commission européenne, soit en remettant les choses, si je peux, en place, en parlant c'est derrière, en parlant de complicité avec différentes sortes de crimes, qu'on va y arriver. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, complicité éventuelle. Donc il faut voir comment encadrer le problème. Les banques centrales en Europe sont clés à la solution, mais pour le moment, ils nous soutiennent sans rien faire. Donc il faut pousser un petit peu plus. Une banque, c'est plutôt opaque. Alors, c'est bon? Donc, si ça vous intéresse, vous allez contacter Vincent ou Marco. On va travailler ensemble et je vais ouvrir les portes pour que vous puissiez vous faire entendre auprès des politiques ou d'autres institutions qui nous intéressent. Donc, merci beaucoup. Merci Suzanne.